Bonsoir, bienvenue à toutes à cette nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et en particulier dans cette émission. Voilà, on se retrouve après notre petit générique. Voilà, donc on se retrouve après notre petit générique spécial Barcelone. Hein, on vous rappelle, moins de 2 mois avant le début de notre deuxième séminaire, de la deuxième édition de notre séminaire présentiel à Barcelone avec des masterclass. On partagera tout, les hôtels, les repas, c'est très très convivial. Donc cette année, on a encore plus un plateau encore plus prestigieux que l'an dernier. Donc il y aura David Ronan, il y aura Christophe d'Investirzen, il y aura Tino de Tino Trading, il y aura Guillaume Rouvier, ancien gestionnaire de fonds, spécialiste du fondamental de chez Hibou. Il y aura Gilles Santacreux pour le trading algorithmique, Maxime d'Active Trade et Olivier Larosse, gestionnaire de patrimoine, et notre invité de ce soir, Julien Flot, qu'on ne présente plus, trader formateur sur la twittosphère. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Denis, ça va bien, merci de l'invitation. Voilà, ça m'a fait très plaisir que tu aies accepté également l'intervention comme intervenant. Cette année, il y a du beau monde. Hein. Ah, il y a du beau monde, ouais, et puis moi ça me fait sortir un peu. Ouais. T'as fini la négociation ou pas encore pour venir Oui, c'est bon, c'est négocié. D'accord. Donc, on va faire un petit point de marché, comme d'habitude, on l'a tout préparé. Hein. Julien, hors antenne, on parlait du crack qu'on a sur les CAC Small et sur le CAC Mid. Le CAC Small, ça va faire 16 séances de suite où on fait une clôture hors bol. C'est vraiment un crack. Donc, on va parler un peu de ce crack. Et puis, risque de contagion sur les bigs. Qu'est-ce que tu en penses? Crack ou pas crack sur les mid-small Julien? C'est une question d'horizon, mais c'est clair et net que y a une sorte de peur qui se met en place, même si tu regardes les small plus. Mais en fait, c'est souvent le cas. Hein. Quand le marché, de toute façon, a quelques craintes et quelques hésitations comme ça, il va balarguer d'abord les petites caps. On est sur des choses qui sont très illiquides. On a beaucoup de gens qui peuvent se dire, par exemple, long terme, mais dès qu'ils commencent à perdre 20-30% et qu'ils ne voient pas le fond de la cuvette, ils prennent peur aussi. Tu as un paquet de stops qui peuvent sauter, et tout cela dans des carnets d'ordre qui sont très illiquides. Moi, ça me fait beaucoup penser à 2018, hein, quand on avait eu, sur fin 2018, comme ça, on avait eu 2 mois où les petites capes avaient pris cher non-stop.
et on était allé creuser assez bas en mode capitulation. Donc là, je dirais, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'il faut attendre sur ces petites capes, c'est que ça capitule. D'accord. Capitulation, pour toi, ça pourrait se matérialiser par quoi? Par hausse de volume, pas de volume, une dernière grosse séance, un marteau? Ouais, il faut une hausse de volume et la mèche basse. Donc il faut aller creuser assez bas dans un mode capitulation de peur. Et si tu veux, c'est les prix qui vont attirer pour acheter. Parce que c'est ça qui est surtout très intéressant et très dangereux aussi, c'est qu'il faut se dire que le marché est pas cher. Et en plus, un certain nombre de petites capes, alors il faut faire le tri bien entendu, mais tu as pas mal de petites capes avec des business intéressants qui se retrouvent avec des valos fortement intéressantes, du coup, avec cette panique-là. Donc, pour certaines personnes, ça peut être intéressant de commencer à initier des positions par anticipation si on fait du fondamental. Parce qu'on est en train d'acheter des titres pas chers. Ce qu'il faut voir quelque part, c'est qu'on est dans un marché, de toute façon, ça c'est la résultante, si tu veux, de la concentration du marché sur des grosses capes, avec les ETF, avec les fonds, avec les particuliers, le fait que tout le monde achète ce qui a marché, et ce qui a marché, c'est essentiellement des grosses capes. Et on se retrouve donc avec ce déficit de volume et de flux sur les petites capes, ce qui fait que dès que ça baisse un petit peu, il n'y a personne dans le carnet, il n'y a personne à l'achat, et ça prend peur très rapidement parce que tu as des gros décalages. Et c'est ça qui amène, si tu veux, la panique entraîne la panique. Et pour moi, ça me fait beaucoup penser à 2018 parce qu'on était également dans ce type d'éléments-là. Mais quelque part, si tu veux, ce marché boursier, il est comme ça, et il faut se dire que c'est la résultante un petit peu des taux bas pendant très longtemps, trop longtemps, et le fait que petit à petit, on a concentré les US, on a concentré la tech, et on a aujourd'hui dans les indices, en fait, si tu veux, une poignée d'actions qui font l'indice. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a un petit peu les mêmes actions dans les portefeuilles et tout le reste manque cruellement de flux. Le CAC 7. Le CAC 7. Ouais, il n'y a plus personne à côté. Donc la problématique est double, si tu veux, c'est que quand les marchés baissent, ça renforce la peur. Donc les gens qui ont encore du cash éventuellement à rajouter, ils vont pas aller chercher des petites capes, ils vont essayer de se protéger en essayant d'aller chercher des grosses capes et surtout donc des valeurs défensives. Donc en fait, t'as jamais de flux qui arrive sur les petites capes, même si c'est pas cher, même si ça peut être intéressant, ça fait pas le poids. Tu fais jamais le poids face à des grosses sorties. Donc on en est là aujourd'hui. En fait, quand le marché a peur, c'est les petites et moyennes capes sont celles qui prennent cher le plus vite possible. Et ensuite, le phénomène de contagion, en fait, si tu veux, il va surtout être dû si on n'est pas dans un élément technique, mais on est dans un élément d'anticipation macro et on recommence à parler du gros mot, c'est-à-dire récession. Et là, après, les petites capes, évidemment, sont celles qui sont en première ligne. Est-ce que c'est les gens qui délaissent les petites capes pour commencer et qui vont délaisser les grosses capes, ou alors c'est vraiment le problème des petites capes, problème de financement avec les taux qui sont plus élevés, illiquides, et on se protège sur les grosses capes en fait. Ouais, mais je pense que tu as bien résumé, si tu veux. Dans un premier temps, je pense que les petites capes sont délaissées déjà depuis longtemps. Et je pense que le mouvement d'aujourd'hui, enfin le mouvement de ces dernières semaines, si tu veux, n'est que la conséquence, si tu veux, d'une réduction des flux déjà qu'on peut voir depuis longtemps, depuis en gros la fin du Covid, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que y a personne. Et les gens, si tu veux, qui sont encore en bourse, ils vont aller chercher surtout des grosses capes et surtout des US actuellement. Il y a pas. Après, en France ou en Europe, oui, t'as quoi? T'as une vingtaine de capes en tout qui vont récupérer du flux. Mais le reste, c'est comme si tu regardes le stock 600. C'est quoi? C'est pas un stock 600, c'est un stock 20, quoi. Donc c'est partout pareil. C'est une concentration qui a duré des années, qui est arrivée au firmament également cette année-là. Et le risque, évidemment, si tu veux, à un moment donné, c'est que si tout le monde a les mêmes actions, tous les fonds, tous les ETF, etc., aujourd'hui, les ETF sont très populaires, et ce que l'on voit dans les statistiques, c'est que les fonds de gestion sont en train de perdre sont en train de refluer au niveau de l'argent qui rentre, mais pas les ETF.
Donc les ETF, il y a encore de l'argent qui rentre, et s'il y a encore de l'argent qui rentre sur les ETF, ben, ça permet surtout de financer, si tu veux, le maintien ou la hausse encore sur les grosses caps. Ouais. Et une poignée de grosses caps. Ouais, parce que le fournisseur d'ETF, il doit répercuter tous les ETF dans les actions, dans le book de son ETF. L'ETF est bête et méchant, il pondère comme l'indice. Et ça fait 10 ans que les indices, si tu veux, sont maintenant surpondérés sur une poignée d'actions, peu importe l'indice que tu prends. Le marché italien est surpondéré sur les bancaires, le marché français est surpondéré sur le luxe. Après, bon, l'avantage du CAC, c'est qu'il est quand même à minima un petit peu plus diversifié que d'autres, donc il y a un petit peu de pétrole et tout, ce qui a permis... L'espagnol, c'est les bancaires aussi. L'IBEX, c'est les bancaires. Il y a des bancaires et tout, mais si tu veux, il faut se dire qu'avant la crise des subprimes, le CAC 40, c'était surtout des bancaires de l'automobile, donc qui étaient très cycliques. Le luxe n'avait pas la pondération qu'il a aujourd'hui. Donc on a eu un marché qui a été très long terme, qui a duré 15 ans. Et pendant ces 15 années, en fait, on a concentré les mêmes valeurs. Et surtout à partir de 2015-2016, on a renforcé cette concentration et le Covid a rajouté la couche finale. La problématique, voilà, c'est que tu te retrouves avec des marchés qui sont très concentrés, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable et tout le monde a les mêmes positions dans des quantités énormes. Et évidemment, tout le monde ne sortira pas en même temps, mais c'est ce qui peut te créer également beaucoup de volatilité, même sur des grosses caps, et on l'a vu sur des valeurs du luxe, par exemple. Tu peux te retrouver avec pas mal de volatilité, et donc du coup, pas mal de volatilité sur ton indice. Et quand tu as été mal habitué par le marché, si tu veux, toutes ces dernières années, à finalement avoir une volatilité qui est toute somme relative, bah, ça va faire drôle, parce que la sécurité que tu vois en achetant un ETF, qui va répliquer un indice, ou en achetant des grosses caps, bah, quand tu vas commencer à te prendre moins 10, moins 15, moins 20% en l'espace de un mois et demi, la sécurité prend un coup dans l'aile, et ça peut renforcer la panique de certains qui se rendront compte qu'en fait, c'est pas si simple d'être de long terme, et surtout potentiellement c'est facile à dire qu'on est long terme, mais quand on commence à se prendre des grosses baisses dans la figure, c'est facile d'être long terme dans un marché haussier, mais c'est vrai que tenir dans un marché baissier, parce que si tu peux partager le CAC là, parce qu'en fait on a juste fait un retracement de 6% là par rapport au plus haut, il y a encore de la marge. Il n'y a pas de drame si tu regardes. Alors, attends, ce qu'il y a, c'est que c'est fait longtemps que ça dure, et on a l'impression qu'on baisse depuis 6 mois, mais en fait depuis 6 mois on latéralise quoi. Ça fait vraiment, la baisse, elle est vraiment commencée à être traitée depuis une semaine quoi. Ouais, alors on va regarder le CAC GR, donc c'est avec les dividendes réinvestis. D'accord. Donc juste en fait, si tu regardes le CAC GR, bon, si je gomme un petit peu ce que j'ai là. Le CAC Greux, ouais. Bon, tu es sur la formation d'une figure de top. Certains verront un diamant, mais il est un petit peu alambiqué quoi. Mais en gros, dans toute l'idée, on est en train de sortir par le bas. Après, la grosse question, si tu veux, c'est il y a beaucoup de personnes qui vont te dire bah, c'est le début du crack, etc. Mais c'est facile, tu as 50% de chances d'avoir raison si tu dis que tu as le début du crack, et dans 6 mois, tu reviens et tu dis bah, vous voyez, je vous l'avais dit. Mais en fait, ça vaut rien. Parce que à cette étape-là, on n'en sait rien. On sait juste qu'on a une dégradation de la tendance alors que ça faisait plus de 6 mois qu'on était en train de latéraliser. Et donc là, on est en train de casser par le bas. Et cette cassure par le bas, éventuellement, nous ouvre, en effet, on voit une correction qui peut être plus puissante. Mais il faut savoir d'où on vient. Octobre, novembre, on était à 16 000 points, on est monté à 22 000 points en l'espace de 6 mois. Et ensuite, on a latéralisé 6 mois de plus. Donc, je veux dire, même si on perd, même si on retourne, on voit dans cette zone des 20 000 à 19 000 points, on peut être très large. Il faut considérer que c'est un élément correctif, mais qui est au final un retracement du gros mouvement aussi que nous avons eu à partir de fin 2022. Parce qu'en fait, psychologiquement, ce qui fait mal, c'est que c'est pas qu'on baisse, c'est qu'on arrête de monter, et depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'on a tellement connu une hausse pendant 6 mois, 8 mois ou 1 an, que là, pendant 6 mois, ça bouge pas, et on a l'impression que ça baisse, quoi. C'est le temps, le temps sans mouvement, en fait, j'ai l'impression. Ouais, mais regarde le mouvement post-Covid, si tu veux. T'as une montée en quasi-ligne droite, ça devient beaucoup plus nerveux sur la fin, donc beaucoup plus volatile sur la fin. Et ensuite, ça décroche, et puis tu as des énormes rebonds. Alors bon, tu as la guerre en Ukraine, etc. Tu as un certain nombre d'événements macro-events qui en effet font des décalages. Mais après, tu vois la volatilité de l'indice quand même.
Donc ça, c'est la concentration de l'indice. Tu te retrouves avec énormément de volatilité et pour moi, c'est que le début. Et on peut se retrouver avec à nouveau énormément de volatilité. Je veux dire, si le CAC 40 était une action, globalement, en fait, aujourd'hui, tu es dans une latéralisation. Tu peux pas dire que tu es dans une tendance baissière. Tu as terminé ton mouvement haussier ici et maintenant, on est en train de neutraliser, de digérer cette hausse. Et pour moi, ça peut être très volatile sans pour autant donner une direction claire. Donc c'est quelque part toujours le plus difficile, c'est que les gens pensent que le marché est binaire. Ils te disent, soit je suis haussier, soit je suis baissier. Mais en fait, le truc qui fait le plus chier pour, entre guillemets, les gens, c'est quand le marché n'est ni l'un ni l'autre. Et qu'il se cherche, qu'il est dans un range qui est très large, parce qu'on a énormément de figures qui sont très larges, et donc qui favorisent la volatilité, sans pour autant donner une décision claire à moyen long terme. Donc on est typiquement dans ce type de marché-là, actuellement, on est en train d'y entrer. Ce dont on a besoin, de toute façon, c'est de plus de chandeliers, si tu veux, pour affiner les figures. Et comme on est sur des tendances, pour moi, qui sont très larges et très longues, il faut considérer que ça peut gesticuler énormément sans pour autant donner un signal très clair. Alors après, évidemment, quand je parle essentiellement pour des profils qui sont quand même moyen terme. Pour des profils de court terme, il est clair et net que on est dans une situation qui demande de la prudence. Mais bon, après, si tu vas switcher sur de l'hebdomadaire... Parce que les court-termistes, en fait, est-ce que la volatilité est assez importante pour pouvoir faire des trades intéressants? Ça va le redevenir, à mon avis. Ouais. Moi, c'est ce que j'attendais. Enfin, là, tu as énormément de zigzags, si tu veux, donc l'indice fait pas grand-chose, mais il y avait des choses très intéressantes à faire. Parce qu'on est plat, mais on a quand même d'énormes bougies, quoi. Oui, tu vois que tu as quand même pas mal de volatilité sur l'indice lui-même, mais même si tu n'es pas trader d'indice, tu avais beaucoup de choses à faire sur action, parce que tu as eu en fait, si tu veux, le marché actuel, comment il faut le prendre? C'est que sur un marché haussier, en règle générale, tu as énormément d'argent qui rentre, et donc tu as un petit peu tous les secteurs d'activité qui captent de l'argent. Il y en a qui vont surperformer d'autres, mais globalement, tout le monde monte en même temps. Là, pour moi, on rentre dans un marché où je pense pas qu'on est dans un marché où il y a de l'argent qui va sortir, mais on est dans un marché où il y a plus d'argent qui rentre. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il y a des choix qui doivent être faits. C'est-à-dire que le marché, il peut plus investir sur tout, et donc il va aller chercher en fait à faire du transfert de richesse. On n'est plus dans de la création de richesse, on va être dans du transfert de richesse, c'est-à-dire qu'on va faire des rotations. Et on le voit, le marché, quand tu vois le CAC 40 ici pendant 6 mois qui a quasiment rien fait, ou du zigzag globalement, en fait il y a quand même eu une rotation à l'intérieur, puisqu'on a digéré la hausse sur le luxe, et ce qui a compensé, c'est la remontée du pétrole. À partir de juin-juillet, on a eu de très belles hausses sur les valeurs pétrolières. On a eu des très belles hausses sur les valeurs défensives, des télécoms, tout ce qui est services aux collectivités, etc. Alors je parle d'une manière générale, pas nécessairement que pour le CAC 40, mais c'est ce qu'on a vu d'un point de vue occidental. C'est pas mal de transferts de richesse, en fait, où on a vu des sorties des valeurs tech. Alors les sorties sont pas très importantes, il faut relativiser bien entendu, mais on voit qu'on a des portefeuilles qui cherchent à beaucoup plus se diversifier et s'équilibrer. Toujours dans les big, on va diversifier, on va pas trop diversifier sur les small et sur les mid. Ouais, non, on reste sur les grosses caps. Les flux sont sur les grosses caps. De toute façon, la problématique des petites caps, si tu veux, c'est que c'est trop volatile. Et quand ça commence à se casser la gueule, tu augmentes la volatilité. Donc les personnes qui auraient pu être intéressées pour une question de valorisation ne peuvent quand même pas y aller parce que c'est trop volatile. Donc tu es obligé de construire la position vraiment sur du long terme. Tu peux pas d'un coup d'un seul rentrer, t'as pas la contrepartie, c'est horrible. Je veux dire, l'illiquidité, c'est un point sur lequel j'appuie depuis des années, mais on se rend compte du problème de l'illiquidité, si tu veux, quand tu peux pas vendre alors que tu veux vendre, et que si tu vends, tu creuses le carnet d'ordre tellement que tu prends 10% dans la gueule en plus. L'illiquidité, c'est vraiment la plus grosse problématique des investisseurs. Et on se rend compte que c'est un risque que quand, évidemment, on souhaite vendre et on n'a pas d'acheteur. C'est la même chose pour les SCPI en ce moment, pour l'immobilier, on le voit. On constate, c'est illiquide et donc je peux pas vendre quand je veux, à moins d'accepter un gros rabais sur mon capital.
Donc c'est ça le risque de l'illiquidité. Donc clairement, quand tu es investisseur et qui plus est en bourse, le gros avantage de la bourse, surtout sur les grosses caps, c'est que c'est liquide. Alors oui, ça peut baisser, mais tu trouveras toujours une contrepartie pour vendre. C'est ça qui est important. Si on doit vendre en catastrophe, il y aura toujours possibilité, quoi. Sur les très grosses caps, oui. Tu vois, sur les petites, c'est beaucoup plus compliqué et du coup, ça accélère la panique. On regarde un peu le CAC Small Mid pour voir si on a si tu as les différents targets, les différents supports à venir, ce qui pourrait être intéressant. Ouais. Bon, je peux te les le figures, résumer. ouais. Bah, en fait, si tu veux, pour moi, on est dans une espèce de triangle. On était en train de congestionner ici un petit peu dans le haut de la figure. On est en train de casser par le bas, donc tu peux avoir du pullback en effet pour revenir tester la résistance. Mais en gros, je veux dire, il y a pas grand-chose, à moins d'être très très sélectif, il n'y a pas grand-chose à espérer dorénavant, tant que tu ne vas pas faire une remontada qui va être dans la capacité de revenir au-dessus des 13 600, 13 700. Et après, la particularité, alors je ne sais pas si on ira en mode crack ou si on ira en mode escalier, peu importe, mais voilà, je mettrai un support aux alentours des 12 000 points, ce qui permettrait de quand même conserver la figure de long terme qui reste, voilà, faut quand même prendre les 15 dernières années, si tu veux, quasiment un peu moins, et voir un petit peu où on est. Et c'est la largeur des figures dont je vous parlais, c'est ça pour moi qui est important de bien comprendre, si tu veux, c'est que les indices deviennent super volatiles parce que les figures sont larges, elles congestionnent mais elles sont encore larges, mais ça ne nous donne pas une indication long terme. Parce que là, si tu vas à 12 000 points, il y a tout le monde qui va se tirer une balle, mais à long terme, on n'aura pas retourné la tendance. On est dans une distribution et une digestion post-Covid. Et au final, si tu regardes, c'est comme si le Covid n'avait pas existé. Ouais. Donc on a tout digéré et on est revenu en 2019. On a tout digéré encore ou pas, à ton avis? Ça, je ne sais pas le dire avec exactitude. Pour moi, il y a encore beaucoup d'argent dans le système, mais pour moi, on est dans cette période de digestion et c'est ce qui amène la volatilité. Donc, c'est-à-dire que pour moi, un investisseur, si tu veux, celui qui a beaucoup de mal dans le marché actuel, c'est quelqu'un qui a un money management, une gestion de son risque qui a été adapté pendant des années à un marché qui était beaucoup moins volatile, et c'est surtout ces 6 derniers mois. Mais du coup, là que la volatilité reprend, il a un peu plus de mal parce que sa gestion du risque n'est plus adaptée. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'avoir les mêmes tailles de position aujourd'hui avec une volatilité accrue que ce que tu avais ces 6 derniers mois. Tu te fais jouer en ping-pong et comme tes positions sont trop importantes par rapport à la volatilité, ça joue énormément sur tes émotions et tu finis par faire des bêtises. Et ça, peu importe ton expérience, etc. Dès que tu as une taille de position qui est trop importante, chacun commence à faire des bêtises à l'émotionnel. C'est clair. On revient sur le CAC, mais pas réinvesti, parce que tu sais, on fait un grand jeu, d'ailleurs qui clôture dimanche. Je pense qu'on va laisser une semaine de plus de manière exceptionnelle. Le grand jeu, c'était pour l'occasion du séminaire de Barcelone, c'était trouver la valeur du CAC, ou donner un pronostic pour trouver la valeur du CAC au 17 novembre. Tu peux nous dire une idée, ou comment tu vois ça c'est toujours compliqué. Il y a toujours deux façons, si tu veux, de corriger un marché. Il y a soit la façon lente, c'est-à-dire qu'on congestionne comme on a fait ces 6 derniers mois et à la limite on continue, c'est-à-dire on baisse un petit peu, on remonte, on baisse un petit peu, on remonte et on fait une congestion très lente, un petit peu comme on a fait sur le pétrole pendant plus d'1 année, avant de recasser par le haut et de relancer la hausse. C'est pas impossible, hein. Ou alors on joue à se faire peur, le shutdown, le truc, on utilise ce que tu veux comme prétexte, on joue à se faire peur et on va chercher les supports très rapidement. Donc aujourd'hui, c'est impossible de départager l'une ou l'autre. On est en observation par rapport à ça. On sait juste que voilà, ça fait partie du risque et donc il faut prendre en compte ce risque-là dans la gestion de ses tailles de position, la gestion de son capital et on va dire de nombre de positions qu'on prend en même temps actuellement qui doit être un petit peu réduit parce qu'il y a plus de déchets, il y a plus de retournements et d'inversions. Et les tailles de position et le capital qu'on est prêt à perdre sur chaque trade. Il faut réduire tout ça en attendant que ça soit un petit peu plus clair. Et pour ton jeu, bon, moi, beaucoup savent que je suis adepte du 666, donc 6666, j'aime bien. The number of the beast. Après, ouais,
Après, d'un point de vue graphique, la zone des 6006, c'est vraiment une zone que je trouve pivot pour la suite. Bon, on va parler de zone, hein, parce qu'on n'est pas, moi je suis pas au point près, je traite pas l'indice. Mais voilà, c'est important pour moi. Et sinon, d'un point de vue purement support, je serais tenté de dire 6950. Pour moi, ça va être un niveau de support qui sera important de tenir, de rebondir dessus. Et voilà. Pour l'instant, je ne serais pas encore partisan de dire que le marché va lâcher d'un coup. On est là en train de jouer sur la zone. Hein. 6950, 7050, c'est une zone pour éviter qu'on ait cette contagion dont tu parlais de peur. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Le marché peut décider de prendre peur sur des éléments qu'on connaît déjà. Qui sont des stats, qui peuvent être des stats inflation, des stats marché, le discours de Powell, etc. Tout cela, quelque part, on avait pu l'anticiper, ça faisait partie de mes chroniques, etc. Mais si tu veux, ce qu'on n'arrive jamais à anticiper, c'est que pendant un laps de temps, en fait, le marché arrive à encaisser ce type de mauvaises news. Et puis, à un moment donné, il les encaisse plus. On a l'impression que le marché découvre la lune, tu vois. Parce que là, on est quand même pas mal décorrélé entre le marché et la macro, quoi. Ouais, mais tu as toujours un décalage si tu veux. Mais ce décalage, pour moi, c'est un décalage de flux et c'est un décalage de consensus. Mais dès que le marché commence à avoir peur, tu commences à voir que les mauvaises nouvelles qui n'impactaient pas trop le marché il y a encore un mois vont les impacter plus. C'est parce qu'il y a un manque de confiance. Donc, tu as la psychologie, si tu veux, qui s'inverse et les mauvaises nouvelles commencent vraiment à être vendues. En tout cas, en Espagne, niveau PME, PMI, tout ça, je discutais avec mon comptable, lui, tout va bien. Hein. Il n'y a jamais eu aussi peu de faillites, il n'y a jamais eu aussi peu de non-paiement. Le PIB, on a augmenté encore les chiffres de croissance du PIB pour cette année. En tout cas, pour l'Espagne, tout est au vert, quoi. Alors, ouais, mais la macro, si tu veux, c'est quelque chose de très long. Hein. C'est le paquebot. Une économie, comment ça se dégrade? Ça se dégrade par étapes. D'abord, tu vas dégrader quoi? Tu vas dégrader d'abord le marché immobilier et tu vas dégrader le marché automobile parce que c'est les deux marchés où tu as besoin d'énormément de crédit. Donc, quand tu as les taux qui remontent, etc., tu as moins de transactions, donc tu as ces deux marchés-là qui coincent. Après, tu vas commencer à dégrader les entreprises, tu vas commencer à dégrader en fait la confiance du consommateur qui va dégrader, alors consommateur, je parle d'un consommateur business ou consommateur particulier, mais tu vas commencer à dégrader les nouvelles commandes à l'industrie. À partir du moment où tu commences à dégrader les nouvelles commandes à l'industrie, si tu veux, tu as les boîtes qui vont commencer à se serrer la ceinture, à moins embaucher, à réduire leurs investissements. Du coup, parce qu'elles ne peuvent pas se refinancer au même taux qu'elles se sont refinancées toutes ces dernières années, il va falloir là aussi soit réduire des coûts, soit réduire le financement qu'elles vont faire et donc les investissements qu'elles vont faire. Donc tout ça, tu finis in fine par le payer sur de la baisse de l'activité économique et in fine, le dernier truc, sur une hausse du chômage. Et ça, si tu veux, tu vois, toutes ces étapes-là, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et au milieu, tu as le marché qui va anticiper. Donc, on l'a vu, en 2022, on avait anticipé la récession, il n'y a pas de récession, on remonte. Là maintenant, on voit le marché qui avait anticipé le fait que les taux rebaisseraient en 2024 de minimum 1%, parce qu'on se dit que la Fed maintenant va être réactive et au moindre ralentissement économique, elle va remettre 100 balles dans la machine. Là, le marché, subitement, a réalisé la semaine dernière que, ah ben non, peut-être que la Fed va peut-être arrêter la hausse de ses taux, oui, mais elle ne va pas les baisser de sitôt. Donc on va rester sur des taux élevés, plus élevés que l'inflation, donc on reste dans de la contrainte macroéconomique monétaire. C'était ce que j'avais expliqué il y a déjà une bonne année, c'était de dire que certes, les banques centrales montaient les taux, mais comme les taux étaient toujours en dessous de l'inflation et qu'elle les montait donc avec parcimonie, on n'a pas fait du Volcker parce qu'on est surendetté, on ne peut pas se permettre de le faire. À ce moment-là, si tu veux, en fait, même en montant les taux, on n'était toujours pas dans des contraintes monétaires parce que l'inflation était plus forte que tes taux. Là, maintenant, depuis 2 mois seulement, on est dans l'inversion. Et donc, comme je t'ai dit, c'est un processus qui est très lent. Cette dégradation monétaire va commencer à se sentir sur le marché du crédit, etc. Et c'est la pelote de laine que tu tires. Et donc là, maintenant, si tu veux, le vrai risque, en fait, c'est que la récession, maintenant que personne ne l'attend plus, le vrai risque, c'est qu'on finisse par se la prendre maintenant. Une récession avec des taux élevés, c'est grave.
Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui change, c'est la mentalité du marché. Jusqu'à présent, le marché disait, la Fed est ma copine, la Fed va baisser les taux, etc. Maintenant, si tu te dis, la Fed ne va pas baisser les taux de sitôt, donc c'est-à-dire que la Fed va se mettre en position de pause et attendre, un petit peu comme elle avait fait en 2006, hein, ça a duré des mois, mais pendant ce temps-là, ton économie se dégrade, et donc si les mecs continuent de jouer la pause pendant que l'économie se dégrade, il y a un moment donné où le marché va se dire, on va se prendre la récession, et la Fed va réagir trop tard. Et donc, c'est-à-dire que même quand la Fed baissera ses taux, si tu veux, ça mettra des mois avant que cette baisse des taux impacte l'économie. Et pendant ce temps-là, le marché continue de dégueuler. C'est toujours la même chose, si tu veux. C'est une question de confiance du marché et une question où la Fed n'est pas payée pour anticiper. Donc, eux, si tu veux, ils font du réactif, ils font pas du préventif. Et ça, je pense que le marché l'avait oublié parce que le Covid, du point de vue des gouvernements et des banques centrales, a changé la donne et a surpris beaucoup de gens dans la réactivité. Évidemment, on en a trop fait et c'est ce qui fait que la digestion est aussi longue actuellement. Et pour moi, on continue dans ce processus de digestion et les banques centrales n'ont pas le choix, si tu veux, de conserver un discours qui est à double sens et à double jeu. Parce que d'un côté, tu ne peux pas expliquer au marché que tu vas baisser les taux dès que l'économie va ralentir, parce que sinon, le marché ne s'autorégule pas. Il n'a pas peur de l'avenir, si tu veux, et en s'autorégulant et en réduisant sa propre demande, il ne participe pas à la baisse de l'inflation. Donc ton inflation reste haute. Donc ça favorise pas le processus dans lequel est engagée la Banque centrale. Et en plus, ils savent très bien, les banques centrales, que certes, ils peuvent dire que oui, on va continuer de monter les taux, etc. Mais il y a une limite. Il y a une limite, si tu veux, dans des pays surendettés, dans des entreprises qui sont surendettées et que pour la majorité d'entre elles se sont endettées pendant le Covid à des taux qui sont très bas, vont devoir se refinancer, tout comme les États, dans la prochaine année, dans les 2 ans à venir. Et là, les taux sont plus du tout les mêmes. Donc, tu as une problématique par rapport à ça, si tu veux, de refinancement. Alors, on fait du rollover, mais tu vas avoir une augmentation des coûts de financement qui sont très importants pour les États et pour les entreprises. Et ça, comment tu compenses? Il faut soit réduire tes propres coûts à toi ailleurs, tes investissements pour avoir besoin de moins de dettes, ou potentiellement... Et donc, récession. Ou potentiellement, récession, et donc pousser les banques centrales à rebaisser les taux. Mais moi, si tu veux, j'ai jamais cru que le monde allait vraiment changer. Je pense que le monde est pareil. On a eu une espèce d'accélération avec le Covid sur un certain nombre de tendances qui sont des tendances de long terme. Mais là, maintenant, en fait... Accélération due au rachat d'actifs des banques ou dû à tout, les gouvernements également. Si tu veux, les banques centrales ont permis au gouvernement de raser gratuit pendant trop longtemps. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu te tires une balle dans le pied, si tu veux, parce que tu essayes de combattre l'inflation d'un côté, mais de l'autre, tu fais des aides de partout. Tu donnes le drogué a besoin de sa dose tous les jours. Oui, et puis n'oublions pas qu'il y a eu des augmentations de salaire. Alors certes, dans beaucoup de milieux, les augmentations de salaire n'ont pas été à la hauteur de l'inflation, mais c'est quand même du pouvoir d'achat qui n'a pas non plus été complètement sucré. Donc tu avais de l'épargne Covid, tu avais de l'augmentation de salaire, tu avais des aides, ce qui te permettait, si tu veux, de passer cet épisode d'inflation sans te serrer la ceinture. Alors je parle d'une manière générale, je parle des gens qui sont capables d'avoir de l'argent pour investir en bourse. On ne parle pas évidemment des classes qui rament de manière naturelle. Qui arrivent juste à la fin du mois. La bourse est le cadet de leurs soucis, et elles ont été, même avec des aides, etc., elles ont été impactées beaucoup plus par l'inflation. Donc je parle là des flux, si tu veux, et de l'argent qui est dans la capacité de rentrer sur les marchés. Et donc des personnes qui sont dans quelle situation financière sont ces personnes-là. N'oublions pas également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont renégocié leurs prêts immobiliers pendant les années Covid. Donc c'est-à-dire que beaucoup de personnes te parlent du crack immobilier, mais d'un certain côté, en fait, la problématique, c'est surtout pour les nouveaux acheteurs ou les gens qui voudraient changer de logement, parce qu'ils doivent renégocier et essayer de passer l'ancien crédit sur le nouveau. Mais donc ça bloque les transactions. Mais pour de la baisse de prix, si tu veux, pour de la baisse de prix en mode crack, on va tous mourir, tout ce que tu veux, on n'en est pas là. L'endettement n'est pas si énorme que ça. Il y a de l'actif à côté qui aujourd'hui on fait baisser les prix, mais c'est pas non plus drastique. On a du déficit de logement. On a également tout un tas de personnes qui ont du taux fixe, et aux États-Unis aussi, de plus en plus de taux fixe.
Donc on voit que c'est surtout les marchés à taux variable, comme d'habitude, qui ont de la volatilité, mais les marchés qui sont plus à taux fixe, il y a moins de volatilité parce que les gens, ils gardent leur taux fixe. Le pire qui t'arrive, en fait, c'est que tu restes dans un logement qui ne te convient plus, parce que ça vaut pas le coup, si tu veux, que tu vendes ton appart pour en acheter un autre et éventuellement te taper un crédit avec un taux plus élevé. Donc en fait, tu es dans une asphyxie du marché, mais t'es pas dans des éléments aujourd'hui encore de crack. Et pour le marché boursier, pour moi, on commence à rentrer dans ce marché-là. C'est un marché, si tu veux, où l'argent est toujours là, mais il n'y a pas de nouvel argent qui rentre. Donc en fait, tu rentres dans un marché où tu n'es plus en création de richesse, mais que tu es en transfert de richesse. Et donc, tu as des rotations qui se mettent en place par secteur d'activité. Et ça demande donc d'être plus actif. Ceux qui vont surperformer sur un marché comme ça, c'est évidemment les gens qui sont actifs, plus actifs que passifs. Ouais. Tu crois qu'on a déjà vu les résultats sur la macro de la politique de hausse de taux ou pas encore? Je dirais on a vu la moitié. La moitié à 2/3 actuellement. Je dirais qu'il y a encore un bon tiers, un bon quart facile. Je parle pour les US, parce que je suis essentiellement les US, parce que pour moi, ils restent directeurs. Donc voilà, donc je pense que les hausses de taux qui ont eu lieu, l'économie a été impactée à peu près entre la moitié et 2/3. Donc il reste encore l'autre moitié tiers. Donc voilà, c'est pour ça, si tu veux, que là on rentre en pause. Donc il faut considérer, c'est toujours la même chose, que le marché a soit du lag, soit de l'avance. C'est par rapport à l'économie. D'accord. Très intéressant, Julien. Je vais te laisser parce que je sais que tu as des occupations de famille. Hein. Ouais. Merci pour tout. Donc, ton petit pronostic, c'est plutôt 6950 alors. Réfléchis bien et je te demanderai. C'est quand la date? Parce que bon, c'est 17 novembre, PMU, donc ça fait un mois et demi. Donc, est-ce que tu as le temps de Allez, je te dis 6006. D'accord. Donc, pas rebondi encore, quoi. Ok. Ça dépend, parce que d'ici un mois et demi, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu peux aller les chercher, tu peux rebondir et tu peux aller les chercher, c'est-à-dire dans ce scénario où le marché devient beaucoup plus volatile. D'accord, ok. De toute façon, moi, je t'interpellerai sur Twitter si jamais tu veux changer d'avis. Pas de problème, hein, Julien, bien sûr. Je t'ai pris un peu à froid, là. Sur des pronostics comme ça, je ne change pas d'avis. D'accord. Donc, je vous rappelle, le grand jeu, jusqu'au 1er octobre, on va probablement continuer une semaine pour trouver la valeur du CAC au 17 novembre. 17 novembre, premier jour du séminaire à Barcelone en présentiel où il y aura 8 masterclass de 8 intervenants différents. Il reste encore quelques places en vente. Je mets tout ça sous la vidéo. Et puis, comme d'habitude, un grand merci à Julien pour être venu nous décrypter les marchés. Merci Julien. Merci à toi Denis. Merci à tous. Merci. Et on se revoit le 17 alors, en présentiel. Ouais, ça sera bien. Allez, ciao à tous, merci.